Les enfants de saucisses. Quoi? Un hot dog? C'est de la saucisse, mademoiselle. Goûtez d'abord. Alors expliquez-moi pourquoi êtes-vous là, monsieur? Alors on est là parce qu'on a l'habitude de faire le salon de Noël, le marché de Noël. Le marché de Noël à Jeanbry, oui. À Jeanbry. Et puis qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui se fait ici ou un salon, bah on vient automatiquement. On sait que ça sera superbe, que ça sera réussi. Et on a totalement confiance en ceux qui organisent et puis les bénévoles. C'est toujours beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, une belle ambiance. Ouais, c'est chaleureux. C'est chaleureux, c'est une superbe ambiance, c'est magnifique. Alors vous venez d'où exactement là? On vient de la Manche. Quel endroit? Baute. Alors c'est entre 40 ans et l'Aille du Puy. Vous connaissez? Moi je suis normand, mais bon, donc je connais bien 40 ans. D'accord. Alors on est la seule charcuterie entre 40 ans et l'Aille du Puy. D'accord. Donc on travaille qu'à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas de machine. On fait tout à l'ancienne, c'est-à-dire que je reprends le principe du travail des gens d'il y a 40-50 ans. Toutes les saucisses sont faites à la main. C'est coupé au couteau. Pas de machine. On fait confire les oignons. Je fais refroidir et je fais mes saucisses à la main. Et toutes nos recettes qui sont à l'intérieur sont des vieilles recettes qui me demandent énormément de temps. C'est-à-dire c'est des temps de cuisson à basse température. Et voilà notre secret. Mais à Jeanbry, on voit beaucoup d'artisans. C'est important justement, des réunions comme celle-ci, pour présenter le travail des artisans de France. Il n'y a pas de grande distribution, il n'y a pas d'industriel ici. Mais il n'en faut pas. C'est quelque chose qui est important pour vous? Bah, c'est primordial. C'est important d'éviter la grande distribution, d'éviter tout ce système-là. C'est très très important. Moi je me bats justement pour faire reconnaître les anciens goûts et redonner de la qualité. On fait pas, il n'y a pas de gorge quand on fait les produits. Nous c'est fait qu'avec de l'épaule. C'est très travaillé. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de sel nitrité, il n'y a rien. C'est vraiment du travail à l'ancienne. Les anciens nouveaux véhicules, on peut laisser ça. Julien Job. Alors monsieur Job, vous représentez aujourd'hui une association qui s'appelle la Camellerie. Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors l'association, c'était un groupe de personnes sur le nord de la France principalement, mais qui est ouverte à tout le monde, intéressées par l'élevage des chameaux et des dromadaires en France. Quelque chose un peu atypique, qui n'est pas forcément connu, mais ça suscite pas mal de vocations et d'intérêt de la part de beaucoup de gens. L'asso permet de regrouper toutes ces personnes-là. Il y a des personnes qui... Comment ça se passe? Qui ont des chameaux dans leur champ, dans leur Pas jardin, forcément, pas forcément. Vous voyez, on a beaucoup de gens qui ont un profil simplement d'anciens cavaliers ou même de cavaliers, qui aiment ce contact animalier et qui ont vu qu'il n'y avait pas que des chevaux, qu'il y a ci, qu'il y a ça, voilà. Les chameaux et les dromadaires sont des animaux qui s'adaptent à énormément de contextes. De l'éco-pâturage, de la production laitière, du tourisme, de la monte, de vraiment beaucoup de choses. Donc toutes ces personnes
font que non, il ne faut pas être spécialement blanc, noir, vert ou jaune pour pouvoir aimer les chameaux, ça s'adapte à beaucoup de gens. On a beaucoup de demandes sur tout l'aspect médiéval. Oui, toutes les fêtes médiévales, toutes les fêtes médiévales nous sont très intéressés pour qu'on vienne. Parce que route de la soie, parce que route du sel, parce que création des voies ferroviaires, pardon, en 1860, c'est les dromadaires qui ont porté les voies, enfin les billes de chemin de fer, c'est le foot. Le foot, c'est une activité asiatique qui est arrivée en même temps que le sel, les épices et tout ce qui va avec. Donc finalement, on rentre partout. On va rentrer dans une reconstitution historique ou quoi que ce soit. Guerre d'Algérie, s'il n'y a pas de dromadaire, on n'avançait pas. Enfin, voilà, clairement, peu importe le contexte, vous trouverez une place pour les chameaux et les dromadaires. Les chameaux et dromadaires sont des animaux qui s'adaptent facilement à notre climat. Alors on sait que les températures augmentent, mais malgré tout, nous n'avons pas le temps moyen d'un désert, du Sahara. Comment vivent-ils dans nos contrées, notamment à Maubeuge, qui est plutôt dans le nord de la France? Eh bien, alors déjà le nord, c'est pas le pôle nord, hein, c'est pas le nord, ça c'est pas vrai. Non, on a des climats tempérés. Ce qui est faux dans l'esprit des gens, c'est que ça vit dans des pays chauds. Ça c'est faux. Ce sont des animaux qui sont capables d'avoir une amplitude très haute, très basse. Comme dans tout désert. Et alors, tout ce qui est dromadaire vit en Afrique, en Australie, en Asie, sur des territoires effectivement des déserts très chauds, hein, mais même au Sahara, la nuit il gèle. Tous les chameaux, donc les dromadaires, enfin les chameaux qui ont deux bosses, viennent de Mongolie, donc les déserts très froids, il fait bien plus froid que chez nous. La seule différence, c'est le taux d'humidité. Si pas, plus 60, moins 60, nous on est là. Donc on est bon. Il n'y a pas de recette miracle, c'est adapté. Qu'est-ce que procure comme avantage ces animaux? On va pouvoir en parler dans 1 million de domaines. Si on parle d'une production agricole, ça fait moins de lait, mais le lait c'est le plus proche du lait humain, donc pas d'allergènes, pas de rien de ce que vous voulez. Production, c'est l'air du temps aujourd'hui, est en train de parler de l'impact carbone et compagnie. Moi, un chameau, il mange rien, clairement, puisqu'il y a un système bien précis qui recycle et enfin, plein de choses de la nourriture. Je vais nourrir avec le même aliment qui nourrit une vache va me nourrir 10 chameaux. Donc c'est beaucoup moins impactant. En plus, ça mange des nourritures mauvaises. Nous, on est en train de défricher des terrains à la maison. Les orties, les chardons, les ronces, c'est des mets de prédilection. Donc les pesticides, il n'y en a pas. On parle en termes de dressage, puisque vous me parliez des chevaux. On va monter à cheval, on sait faire du CSO, on sait faire du dressage, de l'obstacle, enfin plein de choses. On fait exactement les mêmes choses avec un chameau. On sait faire les mêmes choses. Et le contact n'est pas tout à fait le même parce que facile, plus facile, moins facile que le cheval. Moi, vous demanderez à un cavalier, il dira un chameau impossible. Moi aujourd'hui, je vous dis que c'est 10 fois plus simple. Si on parle un peu de technique, un cheval c'est un animal qui a peur de tout. Il faut lui apprendre à ne plus avoir peur et à accepter ce qu'on lui demande. Le chameau, le dromadaire, c'est un animal qui vient vers vous, qui prend le contact, qui est curieux, qui sait faire, qui a une réflexion, une intelligence. Qui a une agressivité naturelle? Pas forcément. Après, évidemment, un mâle en rut va être agressif parce qu'il protège ses femelles, et voilà. Mais ça, un cheval, c'est la même chose. Si vous prenez en compte tous ces éléments-là, le chameau, il faut le freiner. Non, non, tu viens pas jusqu'ici, non, non, si. Et le fait de freiner fait que tout ce qu'il sait faire, il continue à savoir le faire. Et c'est un animal curieux. C'est un animal super curieux. Donc on fait un peu tout ce qu'on veut. On a toute une part de travail, ce qui s'appelle la camélothérapie, où on reçoit des déficients mentaux, des handicapés, des ci, des ça, enfin vraiment tout type de profil. Et les gens repartent ravis et simplement parce qu'on rentre dans une prairie, les animaux sont là, il n'y a pas le choix, ils viennent. Donc on est bien obligé de s'adapter de ci, de ça. Et ça c'est un contact magique que je peux souhaiter à toute personne montant à cheval et compagnie, parce que vous aurez une façon différente d'approcher l'animal et de comprendre que vous devez vous adapter à l'animal et pas l'inverse. Avec le chameau c'est super facile de le faire. Il y a combien de camélidés en France? Alors non, les chiffres sont plus que vagues et très très vagues. On estime à 1 millier de chameaux et dromadaires. Pour ma part, ça fait déjà beaucoup. Après, des lamas, des alpagas, oui, ça en effet, il y a déjà... Ils sont dans la même famille, hein? Oui, camélidés, c'est ça? Oui. Les camélidés, vous avez dans toute la partie américaine, lama, alpaga, qui sont des animaux domestiques, guanaco, vigogne, qui sont des animaux sauvages. Et puis après, on passe
sur nous, l'ancien monde, vous avez les dromadaires qui sont 100% domestiques sur l'Asie, l'Afrique, l'Australie et l'Europe, si on prend en compte les îles Canaries et un peu le sud de l'Espagne, et le chameau sur toute la partie Mongolie asiatique. Il y a à peu près 300 chameaux au niveau mondial sauvages dans les plaines de Mongolie, et tout le reste c'est un phénotype différent, ce sont des chameaux domestiques qui ont été domestiqués. Mais clairement, il n'y a plus énormément de camélidés sauvages dans le monde. Alors tous les camélidés qui sont dans ce champ derrière vous, autour de nous, viennent de Maubeuge. Ils viennent tous de Maubeuge. Donc on peut le dire, déjà, pour rassurer les gens dans notre période d'inquiétude, tout est fait dans un cadre de sécurité, tout dans un contrôle vétérinaire pour que les animaux soient bien, il n'y ait pas de soucis. Il y a une réalité, déjà en termes d'humains. Les gens du sud, vous ne les feriez pas arriver dans le nord. Juste parce que les animaux ont un biotope, ont une manière de vivre, ont un signe, ça, tout s'adapte. Donc des animaux même du sud de la France, si je veux les faire vivre chez moi, je dois les adapter. Voilà, ça ne va pas plus loin. Donc il est hors de question d'adapter des animaux. Si on parle un petit peu véto, les animaux du sud n'ont par exemple, enfin quand je parle du sud, du Maghreb, il n'y a pas de parasites internes, donc des vers, des choses comme ça n'existe pas. Les climats font que ça n'existe pas. Chez nous, ça existe. L'animal, une vache, elle est résistante. Un chameau, beaucoup moins, puisqu'il n'a pas été adapté. Donc nous, nos chameaux qui ont déjà quelques générations sur la France, ont un minima de résistance, ont une adaptation des produits, voilà, que les chameaux qu'on importe, pas du tout. Donc non, soyons rassurés, de toute façon les frontières sont interdites, complètement fermées, les chameaux européens sont nés en Europe, ne sortiront pas d'Europe et ne peuvent pas venir d'ailleurs. Et ne peuvent pas en sortir. On a un climat vraiment clos. On n'a pas de problème de trafic sur ces animaux-là. C'est impossible. Il n'y a pas de choses qui pourraient intéresser, comme les cornes des rhinocéros par exemple. Non, il n'y a rien de Il n'y a pas de trafic qui... non, il n'y a pas vraiment ça. Après, j'ai envie de dire que tout le monde peut être aussi farfelu qu'il a envie de l'être. C'est un animal qui a beaucoup de vertus. Financièrement, si on arrive à l'exploiter, même si exploiter n'est pas forcément un mot que tout le monde aime, mais en utilisant la laine, en utilisant le lait, en utilisant ci et ça, c'est un animal où on peut en vivre en effet. Il y a voilà. Mais du poil, ça vaut pas. Enfin, on n'a jamais fait de remède contre je ne sais pas quoi à des dizaines de milliers d'euros comme on peut faire avec des os de tigre ou je sais pas quelle bêtise on peut entendre parfois. Comment avez-vous trouvé le contact avec ces milliers de personnes qui sont venues ce week-end à Janvry? Alors, je pense déjà que Janvry, c'est un village exceptionnel. Donc, il y a un contexte ici qui est miraculeux. Les gens sont intéressés, les gens sont passionnés, les gens sont joviales. Il est un fait que les conditions se prêtent aussi pour passer un bon week-end. J'espère franchement qu'on le refera. Oui, et puis les gens, on peut dire qu'ils ne viennent pas que de Janvry, beaucoup de gens qui viennent également de toute l'Île-de-France et également de province. C'est une commune très réputée pour ça. Ouais, non, honnêtement, c'est un accueil magnifique, parfait, et merci l'Essonne. Voilà. Bon, toute dernière question, la question que l'on pose tout le temps, qui se pose dans toutes les écoles pendant des années, chameau, dromadaire, qui a deux bosses? Selon vous? Ah bah moi je suis perdu comme tout le monde. Dromadaire 2. Raté. Raté, c'est l'inverse, vous voyez. On retournera à l'école. Voilà. Alors la petite anecdote quand même. Comment le moyen mémotechnique de retenir? Oh, il y en a plein. Celui qu'on retient le plus, chameau, 2 syllabes, paire, 2 bosses. Dromadaire, un paire, une bosse. Et ici dans ce champ, vous avez des chameaux et des dromadaires. Ici on a des chameaux, des dromadaires. Mais pour aller plus loin, les chameaux se croisent avec les dromadaires. À vous de trouver combien ça fera de bosses. Alors dites-nous, je ne sais pas. Ça vous fait une énorme bosse qui prend tout le dos. D'accord, les deux bosses se recollent et vous avez un hybride qui est d'ailleurs fertile, qui peut avoir un bébé derrière. Ça, c'est une des spécificités des camélidés. Mais c'est quoi cette différence entre une et deux bosses? Comment est-ce qu'on sait aujourd'hui comment l'évolution a fait que certains animaux c'est une évolution, une adaptation qui démarre uniquement d'un seul animal à la base. Bon voilà, pourquoi on est blanc, pourquoi il y a des noirs, pourquoi ci, pourquoi ça. Honnêtement, je ne suis pas assez performant pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, c'est deux espèces qui se sont éloignées physiquement et de manière un peu différente. Et puis comme les frontières sont fermées, si on va un peu plus loin, qu'on recale peut-être dans 1000 ans plus loin, peut-être qu'on aura créé une race européenne puisqu'elle sera coupée des restes. On verra. Enfin, moi, je verrai plus, mais... Eh bien, merci. Donc sur votre droite, un dromadaire. Chameau. Un chameau. Ouais, je m'y ferai pas. Alors, c'est une femelle? C'est une femelle qui s'appelle Cannelle. Cannelle. C'est celle qui est venue nous voir tout à l'heure. Hein, elle a 10 ans, c'est celle qui est venue nous voir. C'est très gourmand, très curieux et très gentil.
Très gentil. Alors on va s'approcher un peu d'elle, Ma grosse cannelle. Voilà. Donc il vit à Maubeuge. Elle vit à Maubeuge, ouais. Elle a déjà eu des petits? Oui, et elle a l'enceinte du prochain. Elle est enceinte d'un petit. Alors, donc, la gestation de ces animaux dure combien de temps? 13 mois, pardon. 13 et une mois. année sur 2, c'est 13 mois. Et alors, pour ceux qui ont un petit peu de chance. À chaque fois? Oui, un petit tous les 2 ans et c'est 13 mois. Si vous avez un peu de chance et la possibilité de venir, nous serons au Salon de l'Agriculture fin février. Nous y sommes toujours. Avec elle. Pour la 3e année, nous y allons. Elle sera là. Si vous avez un peu de chance, vous verrez le petit qui sera sorti à ce moment-là. Et bien, avec grand plaisir. Génial. 22 septembre, je crois que c'est ça. Oh, regarde combien de gratuit. Grâce. Tu vas passer à la télé? Celui-là, je l'ai pas touché. Il est super doux. Non, il est gentil. Tes mains, c'est gratte. Elle est à l'envers carrément. Il est chaud. Ah, c'est aussi joli, regarde. Oh, il transpire, mon chien. Il est tout doux, hein? Tout, c'est le... Je sais pas si je vais rattraper. Je vais faire un petit selfie. Et je vais le mettre... Tiens, mets tes 2 jambes là, 2 pieds là. Tu mets ton casque et on peut repartir. Tu vas jouer avec Coco? Tu regardes la télé? Et mademoiselle aussi peut répondre. Alors, c'est comment de voir comme ça des chameaux, des dromadaires de près? Ça te fait plaisir? C'est comment? C'est tout doux, tu disais il y a un instant, c'est ça? Vas-y, dis-le Camille. Oui. C'est la première fois que tu en vois de si près ou tu en as vu au zoo ou à d'autres endroits? C'est quoi? Comme les chevaux, ça met des comme les chevaux, ouais. Et vous, monsieur, c'est la première fois que vous venez à Janvry Non, on vient assez souvent. voir des animations organisées par la mairie? Non, ça c'est la première fois. On vient souvent voir les animaux. Oui. Mais non, on est venu par hasard et on est content de voir tous ces chameaux. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Ça mange vraiment tout. Là, il est en train de manger un peu de paille, celui-là. Le blanc, il arrive. C'est son son, là, oui, qui a mis. Oui, il mange de la paille. Tous ici, il a bien mangé. Tous ici, il a bien mangé. On va aller voir les autres. Je vais me mettre à côté. Allez, non. Lève la tête, regarde mamie. Monte tes mains. Les pauvres, ils sont enfermés.
Qu'est-ce que vous faites, monsieur, en ce moment? Je suis en train de filer de la laine d'alpaga issue de mon élevage. J'élève des alpagas, des lapins angora, des chèvres mohair, des moutons, et on transforme leurs poils en prêt-à-porter directement à la ferme. Alors quel est l'avantage d'utiliser ce type d'animaux avec ce type de poils plutôt que de la laine de mouton classique? Eh bien l'alpaga c'est un poil plus fin, donc plus doux, et c'est un régulateur de température. Donc l'alpaga permet de faire un régulateur de température qui va vous protéger du chaud comme du froid, pareil. Et au niveau des chaussettes, ce sont des matières qui absorbent les chocs lors de la marche. Donc pour la randonnée, c'est l'idéal. Et en plus, au niveau de l'environnement, c'est des chaussettes qu'on peut porter 4 à 5 semaines sans les laver, ça ne prend pas l'odeur. Et cette activité, ça marche bien? Vous vendez beaucoup de produits? Comment ça fonctionne? Alors c'est une activité qu'on exerce dans l'Aube, entre Troyes et Chaours, en Champagne. Et c'est une activité que je fais avec mon épouse, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle est souffrante. Et autrement, on est ferme pédagogique ouverte au public, avec tous les animaux qui produisent de la laine. Donc c'est une activité qui reste marginale et avec les difficultés que l'on rencontre au niveau de l'artisanat aujourd'hui chez tout le monde. Pourquoi une activité marginale? Il y a peu de producteurs voilà, exactement. Comme vous le faites? En alpaga, nous sommes à peu près une vingtaine d'éleveurs en France, 20-25 éleveurs à avoir des gros toupons. Par contre, des détenteurs d'alpaga et de lama, on est beaucoup plus. Donc il y a des gens qui font ça en deuxième activité ou des personnes à la retraite pour leur plaisir. Mais ceux qui ont des activités pour en vivre tous les jours, on est vraiment très peu. Avec un statut d'artisan ou d'agriculteur? Agriculteur. Aimez ça, oui. Puisque c'est un produit agricole. La laine et nos vêtements, ça surprend toujours, mais un pullover, c'est un produit agricole issu de notre élevage. Et vous distribuez vos produits comment? Dans des réunions comme celle-ci ou vous avez voilà, on fait beaucoup d'expositions artisanales, on fait des marchés de Noël, et puis on vend un petit peu par notre site internet, et beaucoup de gens qui viennent directement à la ferme lors des visites. Des groupes, des associations, des maisons de retraite. On fait de la maternelle à la maison de retraite. Merci beaucoup. C'est encore meilleur. C'est le meilleur. C'est me foutir. Et me Il est différent. Il est très parfumé, mais bon, c'est dans les goûts maintenant. Et au moins, c'est de la chance. Et donc là, j'ai fait des fils chilés sur la deuxième bobine. Oui. C'est-à-dire que j'ai mélangé deux couleurs. Je ne sais pas si ça se voit sur votre... Pas tellement, mais d'accord, vous avez deux... J'ai fait un groupe de deux couleurs. D'accord. Et là, vous êtes en train de faire quel type de produit ou quelle opération? Donc là, je fais l'opération simple retors. Et après, une fois que mon simple retors sera fait, je mets mes deux bobines en bas et je double mon fil comme ça. D'accord. Et après seulement, on va faire le lavage et la teinture. Vous créez en fait la bobine de laine? Oui, oui, la pelote de laine, voilà. Et la pelote, pardon, elle peut être utilisée pour n'importe quel... Voilà, tricotage, tissage, crochet, on peut faire ce que l'on veut. D'accord. Parce que là, la laine, elle vient en direct du dos des bêtes et elle sera... Elle est brute, elle a été que cardée, uniquement cardée. Alors, ce qui veut dire, qu'est-ce que le cardage, c'est paralléliser les fibres. D'accord. Les unes à côté des autres pour aider au niveau du filage. Vous voyez, elles sont vraiment bites les unes au bout des autres, les fibres. Je bouge pas. Voilà, parfait. Monsieur le maire, Christophe Chaudol, bonjour. Bonjour. Bonjour, le premier salon international des camélidés en France. Oui. Et comme par hasard à Janvry. Ouais. C'est d'abord votre passion des camélidés qui vous a fait organiser cette merveilleuse journée? Oui, j'aime ça, mais il ne faudrait pas imaginer que c'est un hobby personnel qui du coup est instrumentalisé pour une collectivité. C'est que, ayant des dromadaires, la fédération des camélidés m'a demandé de faire son assemblée générale il y a 2 ans ici. Et du coup, j'ai rencontré toute une série d'intervenants qui ont parlé de l'international. Et tout d'un coup, je leur ai dit, mais et si on faisait quelque chose à Janvry, puisque nous, on a un savoir-faire pour organiser les manifestations, et vous avez des connaissances. Et donc, on est parti là-dessus. Avec, encore une fois, beaucoup de visiteurs. Alors là ça dépasse ce qu'on imaginait, mais je pense qu'on est à 15-16 000 visiteurs sur cette première édition, ce qui est quand même beaucoup. Combien de camélidés présents sur cette édition? Une centaine. Ce qui correspond à, d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui, à une bonne proportion de camélidés en France. Il n'y en a pas tant que ça sur le territoire national. Alors,
attention dans ce qu'on dit camélidés, entre les lamas, les alpagas, les dromadaires. Mais il y a 1 millier de chameaux en France, chameaux dromadaires. Alors lama, alpaga, il y en a beaucoup plus. Est-ce qu'on traite leur laine notamment? On traite leur laine, mais surtout, moi je travaille avec mes dromadaires dans le sud, par exemple, on nettoie les sous-bois avec. Et les lamas et les alpagas, c'est phénoménal pour nettoyer tous les sous-bois. Mais aussi, là, il y avait un exposant qui fait faire le tour du Mont Blanc à des randonneurs avec un alpaga à la main, etc. Il y a plein de trucs plutôt sympas qu'on n'imagine pas. Oui, des animaux qui s'adaptent à notre climat, même si l'époque veut qu'il fasse de plus en plus chaud, malgré tout, nous ne sommes pas encore au Sahara. Oui. Vous a expliqué que ces animaux pouvaient vivre partout, y compris dans les contrées très froides. D'abord, ils vivent dans des contrées très froides parce que les chameaux en Mongolie, il fait un froid de canard, mais même dans le désert, ils gèlent. Donc, ce qu'ils n'aiment pas, en gros, c'est l'humidité. Les pieds dans la boue, tout ça, c'est pas terrible. Mais sinon, la neige, tout ça, ça les dérange pas du tout. Et alors évidemment, on peut tout de suite signaler que tous ces animaux ont été parfaitement traités, puisque l'époque veut qu'on soit justement très prévoyant sur le bien-être des animaux, ce qui est tout à fait logique, avec un contrôle vétérinaire permanent pendant ces 2 jours. Alors pendant les 2 jours, on a eu 2 vétérinaires à plein temps pour contrôler l'arrivée des animaux, leur état de santé, etc. Mais sincèrement, la plupart d'entre nous, on est propriétaires de nos animaux, on est plutôt à les soigner bien plus qu'ils ne le sont à l'état naturel. Aller dans le désert, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus maigres, les bestiaux, que les nôtres, etc. Et d'ailleurs, du coup, les nôtres sont peut-être un peu plus fragiles parce qu'on les soigne trop, mais donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de réaction d'animalistes sur ce salon parce que on voit bien. Oui. Et en plus ça, la direction des services vétérinaires nous a poussé à même des précautions très très fortes, dépassant ce qu'on fait même nous d'habitude. Quelles sont les principales questions qui vous ont été posées par les visiteurs? Est-ce que, j'ai anticipé, est-ce que c'est la question classique, comment distingue-t-on le chameau du dromadaire? Lequel a des bosses, vous le savez, monsieur le maire? Alors je ne sais plus, mais attendez, je vais réfléchir. Je pense que le dromadaire a une bosse et le chameau en a 2. Alors, la question, généralement, qu'on m'a posée, c'est mais qu'est-ce qui fait que vous avez des dromadaires, monsieur le maire? Parce que voilà, c'est généralement on dit mais il est fou ce garçon, il a fumé la moquette. Pourquoi il a des dromadaires? Et donc parce que j'aime ça tout simplement et que c'est ultra sympa, que ça apporte le sourire. Si vous regardez les gens ici, tout le monde se marre. Oui, il y a des personnes très très heureuses d'être là aujourd'hui. Tout le monde se marre. Vous mettez j'adore des chevaux, j'ai toujours eu des chevaux, mais vous mettez des chevaux, il n'y a pas du tout le même sourire. Et que c'est vrai qu'il y a un côté sympathique qui fait que les gens ça porte le sourire et que c'est vrai que dans notre société aujourd'hui où tout le monde est crispé, ça fait quand même du bien d'avoir eu 15 ou 16 000 personnes avec un vrai sourire et qui font des câlins, quoi. Et des animaux qui sont plutôt avenants. Le chameau, le dromadaire a plutôt une image d'agressivité, qui est sans doute fausse. Mais ce sont des animaux, nous avons pu le constater aujourd'hui, qui acceptent d'être touchés, d'être caressés, qui vont au contact de l'être humain. Oui, alors il faut être complètement honnête. Moi j'ai 3 dromadaires, j'en ai un que je ne montre pas. Parce que c'est un mâle, il pourrait mordre. Et on a une stricte obligation pour nous de ne pas risquer quoi que ce soit. Ils ont été tripotés toute la journée, donc les filles elles sont ultra mignonnes, c'est pour ça qu'elles sont toujours là, parce qu'on risque rien, enfin je touche du bois, mais c'est vrai que les mâles qui saillissent, etc. sont dangereux, comme bon, il y a des chevaux mordeurs, voilà. Donc on fait attention, et en tout cas on ne montrerait pas au public des animaux dangereux. Donc vous êtes pleinement satisfait de cette première édition qui se redéroulera l'année prochaine? Vous prévoyez déjà d'autres éditions? Alors, on est totalement satisfait parce que ça dépasse toutes nos espérances. En plus de ça, on a eu une météo magnifique, de rêve et encore une fois une ambiance extrêmement importante. Alors, si vous le permettez, je voudrais insister sur quelque chose. Il y a beaucoup de nations moyen-orientales qui sont représentées ici. Ça ne nous a pas empêché, vous en serez le témoin avec votre caméra, qu'en même temps, il y a un marchand de saucisses et de pieds de cochon. Absolument. Et qu'il y a un marchand de whisky et d'alcool. Sur le même lieu, dans le même lieu ensemble. Et il n'était pas question pour nous de donner une couleur
la seule couleur possible ici était une couleur républicaine et qu'il n'y a pas eu la moindre remarque sur ce sujet de qui que ce soit. Oui, nous avons été témoins de la bonne ambiance générale sur ces 2 jours. Et que c'est une belle démonstration. D'ailleurs, on a mis, entre le drapeau français et le drapeau européen, on a mis le drapeau de la paix, parce qu'on s'aperçoit que sur une même passion, les gens peuvent se rejoindre et justement gommer là où on voudrait nous séparer. Et vous avez mis également le drapeau marocain, tunisien, algérien. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là, à la même enseigne et sans le moindre problème. Donc les crispations, c'est les gens qui nous les créent, mais sur les passions, on se retrouve. Bon, au-delà de cette magnifique journée, ce magnifique week-end, l'avenir de Janvry maintenant, c'est Noël, le fameux marché de Noël. J'allais dire exagéré en disant mondialement connu, mais en tout cas hexagonalement connu. Alors, vous avez remarqué que comme je suis un homme politique, je ne vous ai pas répondu à la question, est-ce qu'il y en aura une autre? Oui, pardon, et je vous ai bien. eu. Alors, très bien, je vous ai eu. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est terrible. Moi, j'envisageais d'en faire une et puis de voir. On a une pression alors extraordinaire, mais même des autorités de nous dire vous pouvez recommencer. On a la CGPME, les entreprises qui nous disent c'est une formidable opération, ça nous a permis de lier des contacts et des rencontres avec des groupes étrangers. Recommencer. On a l'Arabie Saoudite qui nous dit si vous recommencez, on sera là extrêmement présent, etc. On va voir, parce que quand même, on a des petites épaules, on a des petits bras, on est 600 habitants, vous n'imaginez pas le travail que c'est cette opération-là. Donc c'est extrêmement complexe, on va y réfléchir et on va en parler entre la tribu de Gaulois. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui, on recommence absolument cette année ou peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas... Vous avez la volonté, vous avez l'envie de recommencer. On est très heureux de voir ça, et de voir comment on pourrait recommencer, mais il y a, encore une fois, 600 habitants, chacun doit mesurer ça. Donc voilà, je vous ai répondu à la question. Et par ailleurs, j'ai une question qui me vient à l'instant, moi aussi je passe du coq à l'âne, je vais dire. C'est une manifestation. C'est moi l'âne alors. Non, c'est moi, je ne me permettrai pas. C'est une manifestation qui se prépare avec qui? La préfecture, le ministère de l'Agriculture. Quelles sont les autorités avec lesquelles vous êtes en contact pour préparer une telle opération? Alors, vu la taille de l'opération, on est obligé on a eu plein de réunions de travail avec la préfecture pour que la direction des services vétérinaires, la direction de protection des populations nous disent voilà comment on le voudrait. Ça ne se passe pas toujours dans la franche rigolade parce que chacun a tendance à s'acheter un parapluie. Mais là, ça s'est plutôt très bien passé et globalement, voilà. Après ça, quand il nous arrive des délégations étrangères, on a failli, normalement le président de la République du Tchad devait venir. Et là, tout d'un coup, plus personne ne rigole. Oui, c'est-à-dire que la préfecture, le ministère des Affaires étrangères, tout le monde s'inquiète un peu et on s'attend à avoir un peu d'hygiène sur les toits. Bien heureusement, ou malheureusement, il n'est pas venu, mais c'est vrai que ça demande d'autres précautions. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a des risques d'attentats partout dans le monde et en France aussi. Oui, on a pu voir, comme toute réunion publique, une grosse présence de la gendarmerie, le service de secours. Et donc on fait extrêmement attention, on est très précautionneux sur la sécurité. Il ne faut jamais négliger, c'est pas prévoir ne fait pas venir. C'est une énorme responsabilité de telle organisation. Vous qui êtes le premier magistrat de la commune, vous avez une responsabilité légale. Énorme et on ne dort pas beaucoup. Alors maintenant l'avenir, revenons à mes précédentes questions. Alors il ne va rien se passer maintenant entre septembre et décembre. Alors d'abord, le marché de Noël. La semaine prochaine, on a l'immense bonheur de marier mon premier adjoint et on est 200 à faire la fête et c'est moi qui fais la cuisine personnellement. Donc j'ai une semaine un peu chargée dans les fourneaux et puis surtout le dimanche, la communauté de communes m'a chargé d'organiser les journées du patrimoine et on fait une opération mystère plutôt surprenante, un peu à la janvrissoise, plutôt surprenante sur les journées du patrimoine dimanche 22. Et puis après... Le marché Noël qui se prépare? Ah non, avant on a une bourse aux vêtements, on attend 5000 visiteurs le 29. Après, on a un festival de musique les 11 et 12 octobre magnifique, et musique classique et jazz. Et après ça, on va commencer sérieusement à s'occuper du marché de Noël. Et peut-être je reviens si la météo est favorable cette année. Si maintenant il fait très chaud, on va espérer que cet hiver il fait très froid, et on fait la piste de ski. Bon, aujourd'hui des milliers de gens viennent de l'Essonne, même de toute l'Île-de-France, même au-delà de l'Île-de-France. Les gens vont commencer à vous dire, mais monsieur le maire, pourquoi il ne se passe rien ce mois-ci?
Non. Vous sentez un petit peu cette pression et donc vous allez organiser quelque chose? Non, il ne faut pas exagérer parce qu'en réalité, il se passe globalement quelque chose toutes les semaines. Pour le marché de Noël, là où on a des vraies inquiétudes, c'est que depuis qu'on a été désigné comme plus beau village de Noël de France, on reçoit des appels de voyagistes, d'autocaristes qui veulent venir en groupe et que le bonheur du marché de Noël, c'est le côté intime, festif oui, mais avec ce sujet, comme vous le dites, on des n'est pas, milliers de donc gens qui donc sont attirés. on va prendre des dispositions pour conserver notre côté authentique et humain. Bon, donc on se revoit très bientôt. Merci monsieur le maire. Merci à vous. beaucoup. Merci. La petite mère. Ça va ma puce? Ça va? Voilà. C'est à côté de Cloire. Ah c'est ça, ouais, je connais pas trop bien. Franchement, t'as chéri.